C'est bon? Mais vous pouvez vous installer, bien. Bonsoir, Michel Buisson. Donc nous allons engager cette première conversation au café. Je voudrais rappeler que nous avions, c'est une expérience que nous avions menée l'an dernier, il y a 2 ans, lors de la dernière biennale de Saint-Étienne. Il s'agissait alors de parler un peu de l'actualité du VIA à travers un certain nombre de personnalités. Nous y avions rencontré Philippe Ram, qui préparait à l'époque sa carte blanche, qui était alors en gestation. Nous y avions également rencontré longuement Sylvain Dubuisson, qui devait inaugurer une exposition au VIA quelques jours plus tard. Et puis il y avait eu aussi une conversation avec Jean-Louis Fréchin. Non, il marche mieux, il marche pas. Voilà. Ah oui, c'est mieux. Donc, conversation avec Jean-Louis Fréchin, avec Françoise Hambourg. Et donc, nous avons souhaité renouveler cette expérience. Et notamment donc pour cette deuxième série, autour de la question générique du génie du lieu. Alors, ces termes seront expliqués et éclaircis aujourd'hui, mais tout au long de ces conversations qui vont se suivre jusqu'à lundi. Vous avez le programme accessible. Vous pouvez d'ailleurs le demander à Amélie Repetto, qui est près de moi et qui pourra vous en donner les détails. Voilà, donc peut-être avant d'engager un peu sur une sorte de prologue qui va donner un peu le fil rouge de cette conversation, c'est dire 2 mots sur le VIA, parce que je pense que tout le monde ne le connaît pas. VIA, Valorisation de l'innovation dans l'ameublement, a été créé il y a 30 ans et nous avons fêté nos 30 ans, notre 30e anniversaire au centre Georges Pompidou. C'était au mois de janvier dernier. Pour le dire vite, le VIA est un centre de recherche et d'expérimentation pour le compte d'un secteur industriel qui est celui de l'ameublement. Et donc, moi, j'ai particulièrement la charge des aides à la création au sein donc, du VIA et également des relations avec les écoles de design. Donc, cette série autour du génie du lieu, le propos donc, va s'organiser à partir d'un constat et d'une tentative, on va dire, de décryptage qui était donc le premier constat que l'activité des designers est principalement engagée dans des projets qui s'inscrivent dans le flux de la globalisation des marchés et de la culture. Les designers travaillent principalement dans l'identité des marques, la différenciation de l'offre ou sur des tentatives par des expérimentations de diversification pour les entreprises. Et en même temps, on peut dire que dans ces pratiques qui souvent se sont éloignées de la production, souvent il s'agit de démarche, et là pour le dire vite, mais vous comprendrez pourquoi j'utilise ces termes, qu'on pourrait qualifier de hors-sol. Et puis donc, deuxième constat, et là ce sont les designers engagés sur des chemins, on peut dire, un petit peu moins balisés. Ils sont de plus en plus nombreux, ces designers, et c'est souvent les mêmes que je citais dans ce premier constat, qui s'engagent dans des projets que l'on peut qualifier de territorialisés. Donc il s'agit, avant même de projeter des réponses à des besoins identifiés, de se confronter à la complexité d'un territoire, de son contexte, de ses situations, qui mêlent, et là nous allons en parler dès ce soir, l'histoire, la culture, la géographie, l'économie, les ressources, les savoir-faire, et évidemment la dimension politique, puisqu'il s'agit toujours de mettre en place des dispositifs, des protocoles qui touchent une communauté d'individus souvent hétérogènes.
Donc il s'agit on va dire de juxtaposer, d'agencer sur un seul lieu plusieurs espaces, plusieurs niveaux de réalité différentes, hétérogènes, que Michel Foucault nommait dans un terme très savant, mais là aussi vous comprendrez pourquoi je l'utilise, c'est le terme d'hétérotopie. Et puis un deuxième terme, toujours aussi savant, c'est celui de hétérochronie, qui donne, lui, la dimension du temps. Ce sont des lieux qui doivent faire subsister à la fois le passé, le présent et évidemment le futur. Voilà, donc c'est dans cette complexité que les designers s'engagent dans cette, on va dire, cette épaisseur du territoire et dans une temporalité, on peut dire qu'on peut qualifier de complexe. Et ils le font avec beaucoup de désir. Vous le verrez avec Jean Couvreur lorsqu'on lui donnera le micro. Ils le font aussi avec beaucoup d'envie, de gourmandise, mais aussi, on peut le dire, d'anxiété et quelquefois de doute. Voilà. Donc, nous allons donc tenter, durant ces 5 conversations, de saisir donc, derrière des projets de nature très différente. Encore une fois, je vous demande de vous référer au programme de ces 5 prochaines soirées. Quelles sont donc les attentes à la fois formulées et non formulées des principaux acteurs, que sont les promoteurs des projets ainsi que les designers. Et qu'est-ce que ça peut dire, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça peut nous dire sur le devenir de ces territoires, c'est-à-dire en termes à la fois d'enjeux économiques, culturels, mais on va dire de manière plus large d'enjeux existentiels. Et donc je termine un peu ce prologue par un propos de Jean-Louis Pivin, qui est le fondateur de la Revue Noire et qui se demandait si le futur ne passait pas par le territoire. Donc la question reste posée à la fois à nos interlocuteurs de ce soir, mais à tous ceux qui vont leur succéder. Voilà, donc c'est un fil conducteur, si vous avez la possibilité de rester durant ces 5 soirées, que vous pourrez vous remémoriser. Alors, donc ce soir, nous accueillons Sophie Rollin, qui est la directrice du pôle expérimental des métiers d'art, et Jean Couvreur, designer, qui est donc actuellement en résidence dans le cadre de ce pôle expérimental dont Sophie va nous donner de plus amples détails. Simplement rappeler que Nontron est une magnifique ville juchée sur un magnifique promontoire, dans un triangle au centre d'un triangle, Angoulême, Périgueux et Limoges, voilà. Donc, je crois que le pôle expérimental existe depuis 10 ans. Et ce que je voudrais donc demander à Sophie, et on va lui laisser le temps de développer son propos, c'est à la fois de nous présenter dans un premier temps on va dire le contexte de Nontron dans une perspective un peu historique, et puis pourquoi ce pôle expérimental, à quoi quelle est finalement sa fonction. À toi. Ouais. Alors, donc le pôle expérimental métier d'art à Nontron, c'est une association qui a une vocation à la fois économique et culturelle, qui s'est montée donc il y a 10 ans. Et l'idée, c'était de se baser vraiment sur la réalité justement du territoire. Donc on est vraiment, c'est une zone rurale, c'est une toute petite ville de 3500 habitants et qui consacre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour les métiers d'art, la culture. Donc en fait, historiquement, c'est un territoire qui a une tradition artisanale, avec beaucoup de choses autour du bois et du métal, et également du textile. Donc au départ, il y avait des forges, il y avait des hauts fourneaux, des choses comme ça, qui étaient dues vraiment aux ressources locales, qui sont le bois, le minerai, et puis et l'eau aussi.
Et puis, donc également le textile, et il y avait également pas mal de tanneries. Donc tout ça, c'était plein de petites industries qui maillaient le territoire, qui étaient assez importantes. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Nontron est connu aujourd'hui surtout pour le couteau. Oui, il y a toujours une activité autour du couteau. Fameuse, Donc il y a quelques images qui présentent la coutellerie. On le voit sur celle-ci. Voilà. Donc il y a eu une activité liée historiquement et toujours au couteau. Oui, au couteau. Donc les premiers couteliers se sont installés, enfin sont connus depuis le XVIIe siècle, mais en fait on pense qu'il y en a depuis bien plus longtemps, y compris depuis l'époque gauloise en fait. Donc bon, tout ce maillage un petit peu d'artisanat a quand même été fortement, a disparu à la fin du XIXe siècle en fait. Il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont fermé et il n'est pas resté grand chose de tout ça. En fait, maintenant, il reste donc la coutellerie nontronnaise, il reste quelques usines qui fabriquent encore des chaussons, des choses comme ça. Il y a une tannerie dans un village pas très loin de Nontron. Donc voilà, il subsiste des choses comme ça, mais il restait quand même la tradition artisanale et des savoir-faire liés à toute cette tradition en fait. Voilà. Donc il y avait également pas mal d'industries, et notamment Adidas qui était implantée à Nontron. Et puis donc cette usine a fermé, et donc le territoire s'est retrouvé quand même en grande difficulté économique. Donc il y a beaucoup d'emplois qui ont été supprimés, et donc l'idée c'était de voir comment faire pour redynamiser un petit peu le territoire, recréer du lien, faire venir à nouveau des gens. Et donc à Nontron, il y a eu plusieurs entreprises qui se sont installées. Donc il y a la coutellerie nontronnaise qui était là depuis longtemps, mais qui a eu une nouvelle dynamique au début des années 90. Il y a également Hermès qui s'est installé à Nontron, qui a plusieurs unités de production autour du cuir, de l'émail, de la porcelaine. Et puis il y a également une sellerie, une fabrique d'étain. Donc il y a quand même pas mal de petites industries en fait qui sont liées à ça. Et donc l'idée au départ, donc c'est en 99, la mairie de Nontron s'est demandé comment faire pour essayer de redynamiser la ville, et ils ont nommé une chef de projet qui était une lycéenne, Sylvie Weber, et elle a travaillé avec la SEMA, qui est la Société d'encouragement au métier d'art, et ils ont essayé de monter un projet au départ autour des arts de la table, toujours pour essayer de travailler en lien avec ce qui était déjà à Nontron, c'est-à-dire la coutellerie et Hermès. Et puis ils ont fait une étude un petit peu sur le territoire de Nontron, mais également du pays Périgord vert, parce que nous on est dans le nord de la Dordogne, c'est le Périgord vert. Et puis Nontron, on le disait tout à l'heure, c'est dans un triangle Limoges, Angoulême, Périgueux. Donc en fait notre territoire à nous, il déborde de la Dordogne, il va jusqu'en Limousin, jusqu'en Charente. Et c'est le territoire du parc naturel régional Périgord-Limousin en fait. Et donc en fait, ils ont rencontré tout un tas d'artisans sur ce territoire. Ils se sont aperçus qu'il y en avait plus de 300 et que les arts de la table, c'était un petit peu restrictif. Et c'est de là qu'est venue l'idée de monter le pôle expérimental métier d'art. Donc c'est une association qui est consacrée au développement économique et culturel des métiers d'art, et qui a une double, voire triple vocation, qui est à la fois une vocation culturelle, économique et touristique aussi. Et donc on mène des actions pour le public, pour les professionnels métiers d'art et pour le territoire. Alors pourquoi ce terme expérimental? Parce que pôle des métiers d'art, on comprend, mais pôle expérimental, c'est un terme qui qualifie une démarche